Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Tokimeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on accueille mon premier invité qui est Alex, du coup de Umami and Vegan. C'est un ancien élève de cours particuliers, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc ça me fait très plaisir de l'accueillir aujourd'hui. C'est un adorateur de la cuisine japonaise et aussi de la culture japonaise. Il a créé son projet du coup Umami and Vegan dont on va parler dans ce podcast en 2021, donc c'est assez récent et je pense que peut-être certains d'entre vous peuvent le connaître de par ses réseaux sociaux. J'ai hâte de faire cet épisode avec lui. Bonjour Alex. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça fait grave longtemps. Bah grave, ça va très bien du coup. On se parle assez régulièrement sur Instagram, mais c'est vrai que de vive voix, ça fait presque un an, non? Bah ouais, depuis l'arrêt de mes cours, je pense. Donc oui. Ouais, parce que je l'ai salement abandonné pour faire de la traduction. Donc ouais, Alex, t'es un de mes anciens élèves de cours particuliers. On a fait un an de cours ensemble, je crois. Possible. Bah de tout le temps que t'as fait des cours. Parce que je crois que j'étais ton deuxième cours. Oui, Du donc coup, donc un an et demi en vrai. Un an bah et demi, voilà. 2 ans, ouais. Donc voilà, je l'ai martyrisé pendant 2 ans. Ouais. Bon, Alex, du coup, on va un petit peu développer ton parcours de japonais, parce que bon, moi, je connais, vu qu'on s'est parlé pas mal de fois, mais pour les auditeurs qui ne savent pas qui tu es, on va un petit peu te présenter. Alors du coup, donc moi c'est Alex, j'ai 29 ans. Je suis ancien musicien et donc il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé, lorsque les frontières du Japon ont été fermées et que du coup mon projet que j'avais de base a été annulé, j'ai décidé de trouver quelque chose à faire et tout connement, en fait j'adore vraiment la cuisine, j'aime beaucoup manger, c'est un plus quand on cuisine. Ouais. Et du coup je me suis dit, mais en fait j'aime le Japon, j'aime la cuisine, pourquoi est-ce que je me lancerais pas dans un mélange des deux? Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer cette aventure Umami and Vegan. C'était Ok. voilà, pour pallier à cette pandémie qui a fait que les frontières ont fermé. Ok, donc de base, t'avais un autre projet lié au Japon, Exactement. qui malheureusement, du coup, est tombé à l'eau à cause du Covid, comme beaucoup de gens, je pense. Qu'est-ce qui t'a donné, en fait, enfin, qui a porté ton intérêt pour la culture japonaise? C'est quoi le déclencheur? Alors, le déclencheur, il est très vieux. Je pense que comme beaucoup de gens, ça a été notamment avec Dragon Ball Z à l'époque, qui passait Dragon Ball surtout, qui passait à la télé. Donc ça a vraiment été ma première approche, c'était les animés, les vieux animés. Et ensuite, j'ai commencé du coup à m'intéresser, comme je suis dans une famille où on aime manger, très vite la cuisine est arrivée par là. Donc, Ça parle de bouffe tout le temps ouais, dans tout ce le temps. podcast. Et du coup, ouais, donc j'ai découvert la cuisine japonaise à travers les mets les plus connus, qui étaient à l'époque les sushis, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et petit à petit, bah, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au Japon en général, au pays en lui-même, à ce qu'il proposait dans la culture, et donc à regarder des vidéos, de vlogs, etc. Et petit à petit, vraiment, je me suis dit, ouais, mais l'environnement me plaît, l'état d'esprit me plaît, la cuisine, j'adore, tout le côté animé, etc. Donc, ça s'est fait assez naturellement, assez facilement, cet amour pour le Japon. Donc voilà. Donc vraiment, la base, c'était Dragon Ball. Ok. Mais c'est vrai que t'habites dans un patelin, toi, donc les sushis, à mon avis, il devait pas y en avoir énormément, des restaurants Bah, japonais, etc. Tu faisais ça chez toi avec ta famille, etc. T'en préparais toi alors, aussi ou ça, c'est arrivé plus tard, la préparation. Au début, Ouais. non, quand même, je suis pas non plus trop perdu, ça va, quoi. J'ai l'impression que je vis au fin fond de la Creuse. Non, ça va, hein, franchement, il y a des grandes villes à côté de chez moi. Du coup, on avait quand même des restaurants japonais, mais c'est vrai qu'il y en avait pas un très large Ouais. choix. Et il y avait que sushi, c'était vraiment les sushis et les makis un peu classiques. Et Ouais. donc, ouais, quand même, on a commencé assez vite dès que moi j'ai commencé vraiment à. En fait, c'est quand je suis devenu vegan que je me suis intéressé vraiment à la cuisine. Parce qu'avant, en fait, j'ai une mère qui cuisine tellement bien que je voyais pas l'intérêt, moi, de le faire. Genre, c'était mieux quand c'était elle. Et quand je suis passé vegan, là, effectivement, j'ai commencé à prendre du plaisir à cuisiner. Et donc, à cuisiner Ouais. quelques trucs japonais. Notamment, effectivement, les sushis et makis. On commence souvent par ça. C'est quand même le plus simple. Enfin, le plus simple. Oui, oui, non, c'est le plus accessible. Et puis c'est Voilà, un c'est truc, ça. on va en parler après, mais c'est un des plats où tu peux trouver les ingrédients en France, donc c'est quand Oui. même beaucoup plus simple et on va discuter après de ça parce que toi, c'est un truc qui, je sais, te tient à cœur de par ton projet. Et du coup,
t'as commencé à adorer le Japon, etc. Mais t'es devenu musicien. Donc ton travail, en fait, ta vie quotidienne n'avait pas vraiment de rapport avec le Japon. C'était juste une passion de base. Mais il y a un moment, t'as voulu quand même aller au Japon ou Alors justement, quand j'étais musicien, donc effectivement, le Japon, c'était juste une passion, un pays qui me donnait envie. Et en ouais. fait, on a commencé à être fatigué dans la musique. On s'est dit, bon, il faudrait penser à faire autre chose, on arrive vraiment au bout. Et en même temps, j'avais cette idée de Japon qui me trottait dans la tête. Et moi, ce que je voulais tout simplement, c'était découvrir le pays. C'est-à-dire que je savais que ça me plairait, mais j'avais besoin de savoir si est-ce que ça me plairait vraiment une fois sur place. Donc moi, mon projet, c'était peu importe du moment où je pars là-bas. Et donc, je me suis dit, le Mhm. mieux à faire, c'est de faire un PVT, donc le projet vacances-travail, qui est l'équivalent français du Working Holiday. Et donc c'est ce que j'avais prévu. Je me suis dit au moins pendant cette année, comme une fois que j'avais arrêté la musique, que je pensais faire toute ma vie, j'avais pas d'autres ambitions. Je me suis dit il va Mhm. falloir que je trouve quelque chose. Donc pour moi, ce voyage de 1 an au Japon, c'était une opportunité de découvrir le pays, d'y vivre vraiment, ce qui est quand même différent de vivre là-bas que d'y être en vacances, et de pouvoir éventuellement trouver ma future passion en faisant plein de baito un peu à droite à gauche dans différents domaines et de me dire bah du coup qu'est-ce qui vraiment me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et donc effectivement, le Covid est arrivé, les frontières ont été fermées, donc j'avais bossé dans un entrepôt pendant 1 an et demi pour mettre de l'argent de côté, du coup pour ce voyage. Et Mhm. une fois fini, je me retrouve avec de l'argent, mais plus de projet. Donc c'est là où La vie je me suis d'adulte. dit, voilà, ouais, malheureusement. Donc je me suis dit, le Japon, c'est un point important, il faut que je trouve autre chose qui aille avec. Mhm. Et du coup, bah, la cuisine s'est fait un peu naturellement. Les derniers temps, je commençais à cuisiner de plus en plus, et là je me suis dit, bah, en fait, ça me paraît logique de faire ça. Je sais que je vais y prendre du plaisir, donc c'est ce qui compte pour moi, et puis voilà. Ok. T'avais déjà été au Japon avant de réfléchir à ton projet de PVT? Ouais, j'étais en vacances pendant 2 semaines. Ok. Et j'avais fait du coup Tokyo, Kyoto, Osaka et Nara. Ok. Et pareil, enfin, quand j'y suis allé, c'était vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller là-bas, et ça a été juste extraordinaire, et c'est ce qui m'a donné envie d'y rester plus longtemps. Je me suis dit, voilà, 2 semaines c'était trop court, et je suis quasiment sûr que ce pays me donnera beaucoup plus si j'y reste plus longtemps. Mhm. Et donc j'avais envie de faire cet essai-là, et Ok. du coup, qui n'est toujours pas arrivé pour l'instant. Ouais, mais peut-être un jour, tu vois. Après, Je l'espère. les opportunités, elles vont, elles viennent. Donc, comme je te l'ai déjà dit, on sait jamais. Est-ce que t'étais déjà vegan du coup au moment où t'es parti au Japon? Tout à fait, effectivement. Ok, ok. Et en fait, moi, la question que je me posais, du coup, c'était bah, déjà, depuis combien de temps t'étais végane à ce moment-là, quand t'es parti au Japon, ou là, à l'heure actuelle, depuis combien de temps t'es végane? Et qu'est-ce qui t'a motivé aussi bah, à le devenir? Ok, bah du coup, je suis vegan depuis à peu près presque 10 ans, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, ça a commencé donc quand j'avais un peu moins de 20 ans. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle la PNL. Alors c'est pas le groupe, c'était PNL, c'est Quel programmation con. neurolinguistique, qui est pas pareil. Et du coup, c'est plus ou moins la compréhension du fonctionnement de son cerveau afin de pouvoir s'aider à devenir la personne que l'on souhaiterait être. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à cette époque-là. J'ai tout simplement pris conscience du fait qu'il y avait certaines choses dont j'étais au courant et je fermais les yeux comme si je ne Mhm. le voyais pas. Et tout simplement, la condition animale en faisait partie. Donc j'étais déjà au courant que c'était assez horrible. Et en même temps, je faisais non, j'ai rien vu, j'aime bien la viande. Et ça a fini par me déplaire et de me dire, mais en fait, ça colle pas avec la personne que je souhaiterais être. Donc il faut que je change ça. Et c'est du jour au lendemain où je me suis dit, tu sais quoi, t'as qu'à devenir vegan, tu verras bien si ça te convient ou pas. Et donc c'est vrai que moi je l'ai pas fait en petit à petit comme certains le font, de passer d'abord végétarien. Heureusement ma mère qui adore cuisiner, elle a pris un plaisir à cuisiner vegan et encore aujourd'hui elle n'est pas vegan mais elle adore faire plein de trucs vegan pour des non vegan parce que voilà elle a vraiment pris le goût à cette cuisine là qui est assez marrante en fait à essayer de retrouver des trucs, Mhm. des cuisines, des choses qu'on n'a pas l'habitude. Donc du coup voilà, donc ça a été en vrai pour moi ça a été assez simple de devenir vegan, j'ai pas eu trop eu de difficultés. Le seul truc c'est qu'il faut rappeler que c'était il y a 10 ans, il n'y avait pas autant Ouais. de choses vegan qu'aujourd'hui. Les produits dans les supermarchés c'était une catastrophe, manger au restaurant c'était une catastrophe. Et très vite tu prends l'habitude de regarder toutes les étiquettes, ce qui est un peu chiant. Maintenant il y a des petits logos vegan Ouais. sur certains produits, ce qui est bien, mais à l'époque c'était pas le cas. Et du coup c'est vrai que tu passes, quand tu fais tes courses tu passais 80% du Non, parce que temps des fois, à t'as des lire des petits étiquettes. trucs cachés Donc je sais très bien lire. en mode gélatine de machin. Ouais. Complètement. Ah, ben, j'en parlais justement avec un ami. Il y a, pour citer les deux plus connus qui, moi, me font mourir de rire, enfin mourir de rire, c'est un grand mot, mais
je trouve ça assez ouf de devoir manger ça Ouais. sans le savoir en fait. C'est la cochenille qui est hyper connue, qui est un colorant rouge issu en fait d'insectes. En fait, t'écrases des insectes et ça te fait un colorant rouge et tu mets ça dans les bonbons. C'est-à-dire que c'est pas un truc que tu trouves rarement. C'est vraiment, on en bouffe tout le temps. Donc déjà, je trouve ça assez ouf. Et le plus incroyable que j'ai trouvé, c'est alors je crois que ça s'appelle le castéosérum, quelque chose avec le nom castor dedans. En fait, c'est de la glande anale de castor qui est censé rappeler le goût. Alors, je sais plus si c'est de la Oui, c'est fraise ça, c'est ou de la vanille. castoreum. Castoreum, c'est ça. Et on le trouve dans certains bonbons, mais aussi Oh dans là des là là parfums là. par rapport à l'odeur. Et ça, c'est écrit autrement. Mais genre, dans la Là, vie de tous les jours, tu Tu bouffes sais de que la tout vanille le de monde est castor et parti tu le là. sais pas. Tout le monde a quitté le Et ça, je trouve ça. podcast là. Excusez-moi. Je vous lirai pas la Bah, du définition coup, quand tu te mets à Wikipédia lire du les castoreum, étiquettes- je vous laisse aller voir ça parce que c'est voilà. Mais restez là, on va continuer à parler de trucs Mais le sympas. pire, c'est qu'on se retrouve. Ok. C'est ça. Après, il y aura de la vraie nourriture, je vous promets. Donc, effectivement, au début, tu apprends un peu Ouais. tout ça. Du coup, tu fais, voilà, dans quoi je me suis embarqué. Mais donc voilà. Donc, je l'ai fait du jour au lendemain de devenir vegan. Donc, ça a été assez facile pour moi parce que c'était une vraie conviction. Ensuite, du coup, pour expliquer un peu ce que c'est le véganisme, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses différentes entre les végétariens, véganes, végétaliens, on comprend plus rien. Donc, végétarien, c'est qui ne mange pas de chair animale. Donc, c'est viande et poisson. Végétalien, c'est qui ne mange pas de produits issus, de produits à matière animale, donc c'est-à-dire le lait, les œufs en plus, donc viande, œufs, lait et poisson. Et ensuite, le vegan, c'est celui qui va un peu plus loin dans le sens où, en plus de ne pas le consommer, il ne va rien utiliser qui soit issu j'allais dire la maltraitance animale, non, c'était de l'exploitation animale. Donc par exemple, pas de laine, je vais pas aux zoos. De cuir, ce Pas genre de de miel truc. non plus, Ok. etc. Voilà, pas de cuir, donc on arrive plus sur un mode de vie. Mais après, la plupart du temps, un végétalien est vegan. Je connais pas de végétalien qui porte du cuir, ça n'a pas trop de sens. Et après, le dernier point qui s'est rajouté, qui est plus ou moins récent, je pense, enfin en tout cas qu'on ait mis un nom dessus, c'est les flexitariens. Flexitariens, c'est une base de végétarisme ou des fois de véganisme aussi, ça peut dépendre, mais qui est fait plus ou moins tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils vont être flexitariens parce qu'en société, pour pas faire chier, pour pas être mis de côté, ils vont manger comme les autres. Quand ils sont au restaurant, ils vont prendre ce qu'il y a. Voilà, il y a différentes manières de l'aborder. Du coup, effectivement, on a mis le nom flexitarien dessus. Ouais, pour flexible. Parce que voilà, il y a ce côté... Exactement. Ok. Et toi, du coup, comme tu l'as dit, en fait, ça a été assez simple, entre grosses guillemets, de devenir vegan. Alors, même si, comme tu le dis, en société, c'était pas évident, parce que quand tu vas au resto avec tes potes, ce genre de choses, et comme tu le dis, il y a plein de trucs, en fait, qui sont dans les aliments et dont on n'a pas conscience du tout, et en fait, tu te rends compte que, ah bah merde, j'ai mangé ça. Ça arrive beaucoup aux musulmans qui vont au Japon, qui mangent des onigiri, par exemple, et en fait, dedans, tu as du porc, et qu'ils ne le savent pas, dans le thon des onigiri par exemple, ce genre de truc. Donc ça peut être chiant, et puis même quand t'es jeune pour sortir avec les potes et tout. Et toi du coup t'as eu une maman qui cuisine beaucoup, donc t'étais quand même dans un environnement où globalement entre grosses guillemets t'étais accepté, parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont pas véganes mais végétariens, et leurs familles sont un peu casse-couilles sur ce niveau-là, en mode tu vas pas casser la tête pour un truc comme ça, ce genre de choses, et qui ont beaucoup de mal à faire accepter leur nouveau régime à leur famille. Donc toi t'as eu de la chance d'avoir une maman qui déjà aimait cuisiner, mais en plus a eu aucun problème pour accepter ton nouveau régime alimentaire. Est-ce que t'aurais des conseils pour les gens qui ont forcément une sensibilité pour la cause animale, qui du coup voudraient devenir vegan, mais pour qui c'est un peu plus compliqué? Est-ce que toi, il y a des petites astuces, peut-être des choses par lesquelles commencer qui rendent la chose plus facile, que tu pourrais partager? Alors du coup, non, je partagerai rien. Le bec. Tant pis pour les autres. Alors, si effectivement il y a quelques trucs, je pense tout simplement, l'espèce humaine, on aime manger. Hein. Je connais On en très peu de revient gens au qui même aiment pas point. manger. Voilà, toujours. Et donc, effectivement, le gros problème quand on passe vegan, c'est que souvent notre péché mignon, le truc qui nous fait notre réconfort, ça va souvent être quelque chose à base soit de viande ou de fromage, notamment les végétariens. Si un végétarien est végétarien et pas vegan, c'est parce qu'il aime le fromage. C'est souvent le truc. Donc le problème, c'est que quand tu arrêtes tout,
tu perds ce truc de réconfort et de plaisir que tu avais. Donc il faut réussir à le retrouver. Je pense que vraiment la première étape, c'est de trouver qu'est-ce qui est dans la cuisine végane. Un truc à la con, mais ça peut être de la margarine sur du pain, ça peut être de la crème de marron, mais un truc qui fait que je prends du plaisir vraiment à manger ça. Et du coup, tu retrouves ton réconfort. Je pense que c'est le premier truc qui peut t'aider à pas t'ennuyer de cette cuisine, parce que surtout qu'elle est pas du tout ennuyante, il y a énormément de choses à faire. Mais en tout cas, de pas être dégoûté, de se dire putain, j'ai perdu le seul truc que j'aimais. En fait, faut pas que ça devienne une contrainte. Et surtout, il faut se dire, quoi qu'il arrive, que nos goûts changent avec nos habitudes. Donc, moi, à la base, j'étais un gros viandard et j'aimais énormément le fromage. Tu me fais pas sentir du fromage maintenant. Genre, quand avec ma famille, on fait des raclettes, que moi, je fais ma raclette vegan, ça pue le mort, quoi. Alors qu'avant, j'adorais cette odeur, mais c'est parce que j'ai perdu l'habitude. Donc, en fait, si déjà tu sais que petit à petit, ton corps va s'habituer, enfin, ton esprit va s'habituer à ton nouveau mode de consommation, ça va être plus simple. Et c'est de trouver ce petit truc qui fait que... moi, je sais qu'à un moment, ça a été le tofu. Souvent, on dit, le tofu, ça n'a pas de goût. Quand c'est bien cuisiné, c'est hyper bon. Et un jour, j'ai vraiment eu des envies de tofu. Putain, j'ai envie de bouffer du tofu. Et alors, préparé, bien évidemment. Parce que souvent, on imagine le bloc tout blanc où il n'y a pas de goût, un mec qui mange son carré. Non, il y a quand même un peu plus de fun quand tu sais le préparer, quoi. Ouais, donc, je pense qu'il y a ça. Et l'autre truc, après, il faut cuisiner un peu. Tu peux acheter des produits préparés. Il y en a de plus en plus, surtout maintenant. Ceux qui commencent à s'y mettre aujourd'hui, ils ont quand même plus de choix, donc c'est un peu plus simple. Par contre, c'est toujours un peu plus cher. Acheter des trucs tout prêts, c'est toujours un peu... Donc, je pense qu'il faut se mettre un peu à cuisiner quand même, c'est pas mal. Et surtout de redécouvrir les légumes. Parce que quand tu as une alimentation plus carnée, tu as tendance à limiter les légumes, enfin limiter. T'en manges pas, tu prends féculents et protéines et les légumes, ça passe souvent à côté, quoi. Et puis c'est souvent les mêmes, en plus, on mange souvent les haricots verts, les machins, alors que t'as tellement de choix. Moi, je sais que quand j'ai commencé le véganisme, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de produits prévus pour les véganes, avec ma mère, on s'est juste mis à manger tous les deux des légumes à foison, mais qu'on connaissait pas. Et même elle a découvert des trucs aujourd'hui. Enfin, moi, j'adore manger du chou rave cru, et je connaissais pas ça avant. Et genre, c'est vraiment trop bon. Ou du céleri rave aussi. Tout ce qui est rave derrière, souvent, c'est bon. C'est ton kink. C'est ça. Et donc du coup, voilà. Donc je pense que ce serait, pour résumer, trouver son petit péché mignon dans le vegan. Tester plein de légumes différents et se rendre compte qu'il y a une grande variété. Et surtout, pas se prendre la tête non plus. C'est-à-dire que si des fois, vous n'avez pas le choix ou pas envie, le faites pas. Enfin, il faut pas que ce soit vraiment une contrainte. Il faut que ce soit un plaisir de le faire. Ok, c'est vrai parce que moi en tout cas j'ai souvent l'image, après c'est parce qu'on voit ça sur les réseaux etc, mais tu sais que voilà quand t'es vegan tu te restreins de tout, ça donne l'impression que c'est un régime alors qu'en fait non, c'est plus un rééquilibrage alimentaire par rapport aux aliments que tu consommes quotidiennement. Et c'est vrai que pour le côté du corps qui s'habitue, je pense que les gens qui bouffent beaucoup de fast-food etc, ils le ressentent aussi parce que quand par exemple tu vois, moi j'ai arrêté le coca quand j'étais plus jeune, j'en buvais énormément et du jour au lendemain pareil, en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon, mais j'en buvais genre 6 canettes voire 12 par jour. Et du jour au lendemain, je me suis dit, qu'est-ce que je fous, j'arrête. Et en fait, maintenant, je ne peux plus boire de coca classique. Je peux de temps en temps boire un zéro, et encore, je finis pas la canette, j'arrive pas du tout à boire plus que la moitié de la canette. Et le coca normal, quand je sens l'odeur de sucre, ça me dégoûte. Donc ouais, c'est vrai que les habitudes et le corps s'adaptent, surtout quand tu lui apportes les bonnes choses. J'avais envie de te poser une question sur tout ce qui est carence et nutriments, mais on va garder ça pour la partie d'après, parce que c'est un truc aussi, je pense que tu fais en sorte de respecter dans tes recettes avec toute la variété de produits que tu proposes. Désolée pour le chien qui pleure derrière, c'est les aléas du direct. Donc je te poserai plutôt cette question après, parce que c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent de ouais mais les véganes ils ont des carences parce qu'ils bouffent pas assez de viande, genre de truc. Donc on va discuter de ça après, de comment t'incorpores ça dans tes recettes. Ok, bien on a fait un beau tour du personnage. On a fait un beau tour du personnage. Quand t'étais au Japon, du coup, vu que t'étais végane, on a cette image, c'est du Japon qui est très viandard avec beaucoup de fritures. Même, c'est débile, mais le sushi avec le poisson, genre de truc, et même les tonkatsu. Enfin, t'as vraiment, il y a pas un plat japonais où t'as pas une viande ou un poisson ou une friture. Et c'était pas trop compliqué au Japon parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus, mais
dans les grandes villes, genre Tokyo, mais sinon aux alentours, c'est très très rare. Est-ce que toi, c'était compliqué quand même? Enfin, je pense ça a dû être dur. Alors, moi, ça a été hyper simple. Je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais je suis aussi surtout un grand passionné de cuisine Ouais. depuis toujours. Donc, en fait, moi, quand je vais dans un pays que je ne connais pas, donc Mhm. quand c'est la première fois, je goûte tout ce qui se fait. Que Ok. ce soit vegan ou pas vegan, ça ne me gêne pas du tout. Je suis là pour... je pense que la cuisine, ça fait partie à 50% de la culture d'un pays. Mhm. Donc, au Japon, j'ai mangé. Alors, du coup, forcément, c'était vraiment l'histoire de goûter. Mais du coup, je goûtais tout ce qu'il y avait. J'ai fait goûter tous les trucs différents que j'ai pu goûter. Euh, donc, ça n'a pas été difficile parce que j'ai pas cherché à être vegan à ce moment-là. Ok. J'avais vraiment envie de m'immerger dans cette cuisine qu'ils ont qui est quand même assez incroyable. Puis voilà, en plus, comme on était en groupe. Pareil, je sais qu'il y avait quasiment rien. C'est encore compliqué le véganisme au Japon, donc j'avais pas non plus envie de faire chier tout le monde Ouais. juste pour ma poire. Commencer à essayer de chercher un restaurant où il y a un truc vegan, je sais que ça peut être chiant, Mhm. surtout qu'en plus quand t'es en vacances, un pays que t'attends autant que le Japon, voilà, t'as pas envie de passer trois quarts de ton temps à chercher un restaurant pour une personne du groupe. Donc c'est ce qui fait un peu que certains sont flexitariens, justement, c'est ce Ouais. côté social. Et là, ouais, moi j'avais quand même cette envie de découvrir la cuisine. Sinon, bah, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ma création de mon blog s'est fait via cette découverte culinaire où je me suis dit, ouais, mais en fait, ces saveurs sont incroyables, la richesse est ouf. Est-ce que moi je peux réussir à faire en sorte que les véganes qui veulent pas faire comme moi puissent goûter cette richesse, mais du coup en 100% vegan. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un blog dédié uniquement à la cuisine végane japonaise. Ok, ok, ok. Mais du coup, c'est une transition parfaite, vu qu'on va parler de umami and vegan. Yeah. Du coup, t'as créé, enfin, moi, quand t'étais encore élève de mes cours de japonais, tu m'avais parlé de ce projet, etc., que tu voulais lier, du coup, la cuisine végane et la cuisine japonaise. T'as créé ça en 2021. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire umami et pourquoi ce nom? Alors, c'est assez simple en soi. Pour commencer du début, il me fallait trouver un nom de page. Et j'ai toujours été nul. Quand j'étais musicien, les noms de groupe, c'est pas moi qui les trouvais, clairement pas. Du coup, là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais pouvoir foutre et surtout, à la base, j'étais pas parti pour faire de la cuisine japonaise, mais Ok. que vegan. Et je réfléchissais, et à un moment, à force de chercher, je me suis dit, il me faut quand même quelque chose pour me démarquer, parce qu'on est très nombreux à faire ça. Ouais, de plus en Donc, il plus. me faudrait quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que personne faisait de la cuisine 100% vegan japonaise en France. C'est-à-dire que je suis vraiment. Enfin, à ma connaissance, je suis tout seul. Il y en a qui proposent des fois des recettes, mais c'est pas que du japonais. Mhm. Du coup, quand j'ai commencé à chercher des noms, tout simplement, je me suis fait une belle liste de plein de noms qui étaient liés au Japon. Et en fait, umami, c'est tout simplement le nom de la cinquième saveur. Donc, il y a le sucré, salé, euh, amer et c'est piquant la quatrième? Alors là, tu me poses la Non, question à sucré, moi, mon salé, pote, je acide sais et pas. amer. Excusez-moi. Ouais, et piquant n'est pas une saveur. Donc c'est sucré. Oui, sucré, salé, acide, amer. C'est bon, j'ai les quatre. Et du coup, la cinquième saveur umami, qui est donc enfin plus ou moins qu'on peut traduire par goût savoureux. Et c'est du coup une saveur qui a été trouvée au Japon parce que c'est lié en fait à des. Alors, c'est le moment où je vais dire des conneries, je suis vraiment désolé. J'avais appris par cœur mon cours, mais je crois que c'est certaines nucléotides, ou pas du tout. Si je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, le terme umami a officiellement été reconnu comme le terme scientifique pour décrire le goût du glutamate et des nucléotides. On en apprend des Ah choses voilà, le dans fameux ce glutamate. podcast. Eh oui. Tiens, on n'apprend pas que des trucs sur des culs de castor, il y a aussi des trucs vraiment intéressants. C'est cette saveur qui est vraiment très marquée par les produits déshydratés, Ok. comme les algues, les champignons déshydratés, les fameux shiitake. Donc c'est vraiment... Enfin, en tout cas, je sais que c'est très présent dans ces produits-là. Mhm. Mais après, on en a aussi dans des produits français. Quand on fait des tomates au four, la tomate, du coup, une fois qu'elle est cuite au four, elle relâche énormément de glutamate. Et du coup, on se retrouve avec cette fameuse saveur umami. Donc, pour moi, ça me paraissait plus ou moins logique de prendre ce mot parce que je pense que les gens, quand tu t'attends à regarder un blog sur la cuisine japonaise, généralement, il y a de fortes chances que tu ne te connaisses pas énormément parce que c'est quand même un pays qui est, même si on l'aime beaucoup, il est quand même très Ouais. loin de chez nous. Donc, je me suis dit, si en plus j'arrive à leur apprendre quelque chose rien que dans le nom, je pense que c'est déjà gagné. C'est-à-dire qu'ils vont dire, putain, c'est quoi umami? Ils vont regarder, ils vont découvrir, apprendre un truc. Et après, bon, bah, le end vegan, c'était logique d'associer les deux. Mais du coup, voilà ce qu'est l'umami. Ok, et encore une fois, comme le Japon, tu vois, il a une image de viandard, pourquoi tu t'es dit
je vais relever ce défi, tu vois, parce qu'il y a plein de plats japonais que moi, j'imagine absolument pas en mode vegan, tu vois. Alors justement, tu as répondu à la question, Ah, enfin dans ta question, c'était tout simplement parce que c'était un défi et que c'était difficile. ok. C'est aussi con que ça, mais Le mec, faut il aime avancer se dans la vie. flageoler. Ah, complètement. Si j'aime, en plus c'est vrai, j'aime beaucoup quand je fais des trucs compliqués, quand je suis obligé de me sortir les doigts du voilà pour pouvoir y arriver. On a le droit, c'est bon. Bah, de toute façon, on a parlé de cul de castor, alors Oui. on peut bien parler du mien. Donc du coup, donc c'était vraiment, il y avait ce côté hyper difficile qui moi je trouve hyper excitant et d'essayer de justement, en fait, on arrive dans un pays où la culture végane n'est pas du tout installée. Donc en fait, on se retrouve avec des plats. Les plus connus ont déjà été faits en version vegan, mais seulement les plus connus. Donc en fait, il y a tout un panel qui reste à découvrir. Et il y a un peu ce côté où j'ai envie d'être le premier à proposer telle recette. Et c'est voilà, c'est un peu le truc assez intéressant à faire. Après, effectivement, c'est pas tout le temps évident parce qu'il y a. Enfin, je trouve que c'est mitigé. À la fois, c'est pas évident parce qu'eux, ils mettent du poisson et de la viande partout. Mhm. Et en même temps, c'est assez simple dans le sens où ils ont tous les produits dont les végans ont besoin. Souvent, dans la cuisine végane, on va utiliser du tofu, des algues et d'autres produits, mais qu'on retrouve naturellement dans la cuisine japonaise. Donc en même temps, c'est un pays qui te propose les bons ingrédients pour réussir à mettre en vegan leur propre plat. Donc Ok. c'est quand même un truc que je trouve assez fun et assez facile du coup pour ça. Mais ouais, effectivement, dans le côté hyper difficile, moi je trouve ça assez plaisant. En ce moment, j'essaye de faire le kasutera, qui est donc le Le castella, un gâteau. gâteau. Ouais. Voilà, donc c'est un gâteau d'origine portugaise qui a été importé à Nagoya et qui est devenu une des spécialités de cette ville. Et c'est un gâteau où c'est des blancs monteurs neige, donc des blancs Ouais, d'œufs, c'est très dans moelleux, lequel hein. on va rajouter du jaune d'œuf et ça fait une espèce de sponge cake assez impressionnant. Et du coup, bah, je me suis lancé le défi de le faire sans œufs, ce qui est quand même assez Oh là rigolo. là. Alors, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire, pour l'instant, je le fais au four et quand ça cuit, et mon gâteau il disparaît. Genre, vraiment. Et je passe d'un truc qui fait 10 centimètres à un Ah. demi-millimètre collé au fond de mon plat. Ah ouais. Donc, c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est un peu le truc rigolo où je me dis que sur Internet, j'ai trouvé que deux recettes. Une en anglais, une en espagnol. Et l'anglaise, elle utilise une des œufs vegan. Alors, je pense que ce sont des œufs chimiques un peu chelous, genre, mais ça a vraiment la forme d'un œuf Ouais. vegan. Bon, moi, j'utilise pas ça. J'essaie de trouver avec des produits un peu plus communs. Mais il y a quasiment pas de recette. Donc, Mm. si je me dis que moi, si j'arrive à proposer, à trouver le moyen d'en faire une recette vegan qui fonctionne, c'est quand même une petite réussite, tu vois, c'est ça. Et puis, t'es content de te dire, putain, j'ai réussi à faire ce gâteau qui était impossible en vegan. Donc, j'avoue que c'est ce petit côté challenge qui me plaît, qui m'anime au quotidien. Ok, mais c'est plutôt cool. Moi, quand je vois sur tes posts sur les réseaux sociaux, j'aime bien voir aussi les étapes. Tu vois, il y a plein de fois. En fait, Mm. tu vois, il y a plein de comptes cuisine où ils postent uniquement le résultat. Et ils postent jamais, tu sais, le moment où tu galères à réfléchir à ta recette et tout. Et toi, tu le fais bien. Tu montres que ah bah, là, c'est un gros fail. On va faire des tests et tout. Je t'ai vu, t'avais des différentes boîtes en mode échantillon et tout, comme dans un labo, avec essai 1, essai 2, essai 3 et tout. Et je trouve ça fou, en vrai, que bah, tu sois aussi passionné par ça. Genre, je me dis, putain, il a de la patience. Parce qu'en gros, les gens peuvent penser que tu vois, tu copies des recettes d'un bouquin ou quoi. Mais en fait, tu crées vraiment tout de toi-même, c'est-à-dire que tu fais goûter à tes potes, tu goûtes toi-même, t'essayes de tester ces recettes-là, etc. Où tu trouves l'inspiration pour faire toutes ces choses, parce que t'as pas... Bon, tu t'y connais sur la culture japonaise et je suppose que tu as quand même fait des recherches, etc. Tu me l'avais montré, tu avais des bouquins et tout pour trouver des recettes, mais tu as quand même pas mal d'imagination, tu vois, pour trouver des alternatives quand ça fonctionne pas et tout. Mm. D'où est-ce que ça vient tout ça? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas de cuisine à inspiration japonaise. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer quelque chose avec des ingrédients japonais qui n'existent pas au Japon. Donc généralement, Mm. j'essaie de prendre des plats qui sont connus et qui existent vraiment là-bas et qui sont liés à leur culture. Donc c'est un peu plus facile dans le sens où, du coup, tu sais qu'il y a déjà des gens qui ont fait des recettes dessus. Donc souvent, soit je demande à ma communauté s'il y a des plats qu'ils aimeraient que je fasse, ou alors moi, bah, je passe mon temps, de toute façon, je regarde des vidéos de bouffe genre H24. Et du coup, dès que je vois passer un truc qui me dit, ah, mais ça a l'air vachement bon ça, je fais des recherches pardon, sur le plat et d'essayer de trouver, du coup, de regarder plein de vidéos en japonais de comment est-ce qu'ils font pour le faire eux. Cette version-là, donc souvent non vegan. Mhm. Et une fois que j'ai la version du plat non vegan, je regarde un peu ce que les gens font en vegan.
histoire d'avoir une idée. Et après, ben, moi, avec mes connaissances, en fait, la cuisine, c'est qu'un assemblage d'anciennes expériences. Tu as déjà fait un truc, tu te souviens de ce goût-là, tu as fait un autre truc, tu te souviens de ce goût, bah, du coup, tu arrives à imaginer les deux ensemble. Et là, c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je commence à avancer dans la cuisine japonaise, il y a des trucs qu'en fait, c'est juste des assemblages euh, d'autres tests que j'avais fait avant. Donc, du coup, mon inspiration, c'est vraiment, je vais souvent prendre une dizaine de recettes différentes, Mhm. je vais toutes les faire, et je vais noter ce que j'aime pas sur chacune. Et à partir de là, je vais proposer moi ma propre recette parce qu'il est inconcevable pour moi de proposer la recette de quelqu'un d'autre ou de rien changer, de proposer un truc comme tel. Enfin, Ouais. il n'y a pas d'amusement. Moi, mon but aussi, c'est de prendre du plaisir. Et une recette, je peux mettre souvent, ça va dépendre, mais je peux aller jusqu'à 3 semaines de Ah, travail quand sur une même. recette. Waouh. Ouais. Et alors, il y en a, ça m'est arrivé de faire des recettes en une journée. Ça La arrive recette, elle comme est ça, facile, ouais. je fais un Ouais. truc et ouais, tu te penses, ça marche trop bien. Mais comme je suis un peu tatillon et j'ai tendance, le moins de petits détails, des fois, je vais bosser une semaine sur un détail. Et au final, je dis genre non, mais en fait, ce que j'ai fait il y a une semaine, c'était très bien. Et tant pis, j'ai perdu une semaine, mais au moins, je sais que ce qu'il y avait avant était bien. Mais ouais, en fait, il faut essayer tout et n'importe Hmm. quoi. Et c'est ce qui est marrant dans la cuisine végane, c'est que comme tu es obligé de tout remplacer par des trucs un peu improbables, tu as quand même relativement naturellement cette création, cette créativité, parce que tu as l'habitude de remplacer de la viande par du tofu, des machins avec des algues Hmm. pour récupérer le côté iodé, etc. Donc là, en fait, comment dire, c'est plus l'expérience qui te permet de réussir à faire ça facilement. Donc voilà, après ça dépend, il y a toujours des recettes où c'est une galère monstrueuse, hein, comme le fameux gâteau Castella. aux œufs. Mais voilà, mais sinon, ouais, non, il y a quand même de plus en plus de choses véganes qui se font, donc il y a toujours moyen d'aller regarder à Hmm. droite à gauche. Et comme tu le disais, j'ai pas mal de bouquins aussi. Donc souvent, il y a certains trucs qui vont m'inspirer, au moins pour avoir une idée de base. De dire, ah, putain, bah, ils ont fait de l'okonomiyaki, Mhm. ça a l'air cool, je vais essayer d'en faire une aussi, du coup à ma version. Donc je vais regarder tout ce qui se fait pour remplacer l'œuf qui était un liant. Donc il y en a qui utilisaient du tofu, d'autres qui utilisent de l'igname, qui est un tubercule, et d'autres qui utilisent d'autres procédés, de la maïzena et de l'eau. Donc du coup, je vais essayer tous les trucs différents et je vais dire, ok, bah, je préfère lui. Et après, c'est juste de tester, tu sais, tu as une idée à la con, un peu comme quand tu es Ouais. musicien, tu as une idée, il faut que tu le fasses tout de suite. Et tu verras bien si ça fonctionne. Il faut pas avoir peur. Je pense que c'est plus que de la créativité, c'est plus de, De l'audace. voilà, c'est ça, de l'audace. Et tu l'as fait, et une fois sur deux, ça marchera pas, mais au moins tu l'auras fait. Tu Ouais. sais que ça marche pas, ou alors tu peux être hyper surpris, ça m'est arrivé sur certains plats, de me dire, oh putain, ça fonctionne. Et c'est que comme ça, c'est vraiment, tu fais un peu du pifomètre et tu fais, oh. Comme tu étais mon élève, je sais que quand tu te mets à fond dans quelque chose, tu es capable de surmonter des montagnes. C'est cool de voir ça parce que c'est vrai que bon moi je suis pas très influenceur cuisine machin et tout, je t'avoue que je suis pas trop, mais le peu que j'ai vu sur les réseaux sociaux en général tu vois c'est bon sans être trop méchante, tu vois beaucoup de gens qui pompent des recettes américaines et qui les font Mm. à la française et du coup c'est cool de voir toi ton process de création et de voir à quel point tu mets du cœur dedans. Je pense que ça peut vraiment bah, je sais pas donner envie aux gens même qui sont pas véganes d'essayer tu vois. Juste parce que ton approche en fait elle est plus accessible, tu vois. T'es pas, même dans tes posts, tu vois, t'es très accessible. De ce que tu m'avais dit, en tout cas, c'est que ton audience cible, c'est pas uniquement que les véganes, mais c'est aussi les gens qui ont des potes véganes qui voudraient tester ou faire ça pendant leur soirée, genre de trucs. Donc, t'essayes d'être ouvert un peu à tout le monde et tu restes accessible dans les stories, etc. Donc, ça donne envie vraiment de tester tes recettes et de voir ton évolution. Moi, il y a une question un peu débile que je me pose, c'est que du coup, tu parlais du fait que vous aviez l'habitude en tant que vegan de remplacer certains ingrédients par d'autres. Comment tu fais pour que tes recettes soient quand même variées, pour pas que ce soit tout le temps la même chose? Alors, déjà, merci pour tous les mots gentils qu'il y a eu juste avant. Ah, arrête. Et du coup, en fait, tout simplement, effectivement, il y a certains trucs que j'ai deux recettes notamment qui se ressemblent beaucoup parce que j'ai une préparation à base de tofu qui est la même pour les deux. Alors là, j'avoue que c'était plus par souci de facilité que j'ai fait ça, parce qu'en fait, elle marchait très bien dans des onigiri, donc c'était du tofu Mhm. brouillé, pour refaire un peu la façon œuf brouillé. Donc je mettais ça en farce dans des onigiri, ça marchait très très bien. Et j'ai une amie avec qui en fait on avait fait un live cuisine, qui avait fait cette recette, et qui le lendemain, il lui en restait, elle l'a mis dans un sandwich. Et elle a fait un tamago sando, mais du coup, avec ma version. Et j'ai fait, putain, mais c'est trop bien. Donc je l'ai refait aussi. Donc Mhm. effectivement, j'ai réutilisé le tofu, donc la même recette dans ces deux plats différents. Mais généralement,
comme je disais, comme j'aime le défi, la plupart du temps, je vais chercher en fait à découvrir de nouvelles choses. Donc moi, j'ai besoin pour m'amuser, de prendre des ingrédients que j'ai pas l'habitude ou des assemblages que j'ai pas l'habitude de faire. Et c'est là où ça va faire que ça va pas se ressembler, c'est que si je fais tout le temps la même chose ou j'utilise tout le temps la même base, je vais me faire chier Ouais. en tant que cuisinier en fait. Donc j'ai besoin d'aller chercher un peu d'originalité, des trucs que j'ai pas l'habitude. Après, bien sûr, tu retrouves certains trucs un peu communs. C'est vrai que quoi qu'il arrive, j'ai souvent tendance à cuire mes oignons de la même façon. Il y a des trucs où bah, c'est des habitudes, mais grosso merdo, ce qui va faire que tes plats ne vont pas se ressembler, c'est le plat que tu vas choisir de faire. L'avantage, c'est que moi, je décide pas de créer moi-même. Je prends un plat qui existe et je le fais à ma sauce. Donc forcément, je vais être dirigé par le plat de base. Donc c'est sûr que si je faisais mes recettes moi-même, j'aurais tendance peut-être à tourner un peu en rond, à aller dans des trucs que je sais faire et que j'ai l'habitude de faire. Alors que là, pas du tout. Je vais prendre un plat que je sais pas du tout faire et je vais devoir trouver une version vegan. Donc forcément, ça ressemblera pas à ce que j'ai pu faire ailleurs parce que c'est un truc totalement inédit. Et du coup, je pense que c'est ce côté-là d'aller chercher des idées bien précises avec des plats qui existent déjà qui fait que je me retrouve pas à faire la même chose. Et puis, ouais, surtout ce côté où j'ai envie de découvrir. Donc, si je mets tout le temps la même base dans chaque plat, je vais me faire chier en fait. Donc, Ouais, donc t'as vraiment ce côté, tu veux garder ce côté créatif et inventif c'est ça. Et puis, de je ta veux qu'il y ait une cuisine. certaine originalité et un certain niveau aussi. Parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui font des, des vidéos et autres recettes donc sur la cuisine en général. Et souvent, j'en ai essayé plein. C'est pas très bon. Enfin, j'en vois plein, non, mais j'en vois des gens hyper Ouais, connus. Quand tu regardes le nombre de recettes qui sortent par semaine, c'est pas possible de ouais. faire un truc de qualité. C'est-à-dire qu'une recette par jour, moi je mets une recette tous les 3 semaines. Je veux dire, il y a un moment, il faut voir si, soit parce que effectivement je suis un peu pointilleux et peut-être un peu long, mais il y en a, ils sont beaucoup trop rapides. Donc tu sais bien que ce qu'ils ont fait, ça va pas être très original, ça va être toujours Mm. la même chose, ça va être copié chez quelqu'un d'autre, et surtout c'est pas très bon. Enfin, moi j'en ai testé souvent quand je teste 10 recettes. Mais vraiment, pour pas mentir, hein, j'ai 2 recettes qui sont potables, j'ai juste dit potables, hein, et 8 qui sont dégueulasses. Genre, ça ne fonctionne pas. Quand j'ai fait des dorayaki, qui sont donc des pancakes Mhm. japonais, un peu épais, j'ai. Enfin, du coup, avec Ouais, de la pâte de fourré haricots rouges à à la pâte l'intérieur, bien d'haricot. évidemment. Et ben, quand j'en ai fait, vraiment, j'ai fait une dizaine de recettes, mais ça ne marchait jamais. C'est-à-dire que les gens, ils te proposent de la merde. Donc, moi, le fait de prendre le temps de chercher la petite bête dans chacun de mes plats pour vraiment être au top de ce que je peux donner en fonction de mes compétences, c'est ce qui fait que je pense que je ne fais pas tout le temps la Mm. même chose parce que je vais vraiment me dire, ok, une fois que je goûte mon plat, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est en trop, et du coup, en cherchant à peaufiner, je vais forcément m'écarter de ce que je fais d'habitude, parce que je vais devoir trouver, je vais essayer de répondre à une autre problématique auquel j'ai pas eu l'occasion de répondre, et du coup, voilà, je pense que c'est cette recherche perpétuelle de qualité qui fait que je vais dans différents horizons et je cherche des trucs plus ou moins originaux. Quelle réponse? Je n'ai plus les mots. Voilà. Je suis bouche bée. C'est toujours un peu Mais long non, par mais non, contre mais mes t'es là pour réponses, ça. je suis Et puis désolé. moi, j'apprends plein de trucs et tout le monde aussi, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui débite que moi qui parle pendant 10 ans. Et du coup, ouais, je voulais revenir justement sur la question que je voulais te poser tout à l'heure. Comment tu fais déjà pour tu sais, les carences dont on parle, tu vois, au niveau des protéines, etc. Hmm. Toi, comment tu fais? Et est-ce que tu fais attention à ce genre de choses pour tes recettes? Alors, du coup, déjà, je n'adapte pas du tout mes recettes en fonction de ces apports-là, parce que je pars du principe que les gens vont pas faire mes recettes tous les jours. Quand tu fais des recettes, c'est parce que tu as des invités. Je sais pas, tu veux faire plaisir à ta copine, à 3 potes. Donc, tu vas cuisiner là un truc particulier. Du coup, c'est pas grave s'il n'y a Mhm. pas les apports qu'il faut. Quand tu te fais un hamburger frit, tu t'en fous de savoir si tu as C'est des vrai. apports. Ouais. Tu es là pour te faire plaisir. Donc, effectivement, dans mes recettes, je n'y fais pas du tout attention. Je suis juste là pour qu'il y ait quelque chose qui ait du goût. Et surtout, ce qui est pour moi le plus important, c'est quand quelqu'un va faire ma recette, il faut bien imaginer que lorsqu'il va cuisiner auprès de ses potes, ils s'en foutent de Mm. savoir d'où vient la recette. Ils vont être servis par leur ami. Et si tu sers quelque chose qui ne te fait pas plaisir, ou en tout cas que tu sais que tu as raté, qui est pas bon, tu vas te sentir mal, tu vas passer une mauvaise soirée, tes potes ils vont pas forcément kiffer la bouffe non plus, alors ils vont être gentils si c'est des mecs sympas, mais globalement tu sais que moi je déteste Mhm. servir quelque chose qui est de mauvaise qualité, donc j'ai toujours ce truc où je veux faire en sorte que avant tout quand tu
propose du coup une recette que j'ai établie, que ce soit facile à faire et que ce soit hyper bon. Après les apports, du coup, c'est vraiment pas le truc que je regarde, je m'en fous complètement pour le coup. C'est voilà, juste est-ce que tu vas faire plaisir à tes amis et vous passerez une bonne soirée grâce à ce plat. Ça, c'est le plus important. Et du coup, pour moi personnellement, par rapport à tous Mhm. ces soucis de carence dont on parle tout le temps, il faut bien comprendre un truc qui est hyper important. Je trouve qu'en fait, il y a une grosse désinformation. C'est que il faut mettre, comment dire, il faut essayer de comprendre la différence entre ce que c'est vraiment une carence Ouais. et être en dessous de la moyenne. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les tests qu'on fait, en fait, ils sont basés sur une moyenne nationale. Donc, par exemple, je vais regarder mon taux de B12, je serai forcément en dessous de la moyenne. Est-ce que ça veut dire que je suis en carence? Pas forcément. Une carence, c'est vraiment un problème lié à un manque euh, d'un d'une vitamine ou autre. Donc du coup, ce qu'il faut regarder, c'est la conséquence. Par exemple, la B12, souvent en fait, ça fait qu'on a moins de globules blancs et Mhm. ceux-ci ont une taille plus petite. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des soucis plus tard. Et donc, si jamais tes globules blancs ont la bonne taille et qu'il y a la bonne quantité, bah, si ton taux il est en dessous du taux moyen, bah, c'est pas grave. Ça veut juste dire que tu as un apport plus petit, mais qui est suffisant. C'est-à-dire que ton corps arrive à gérer lui-même le peu qu'il a, il l'utilise tout le temps. Il n'a pas de reste en fait dans le sang. Et c'est ce que disait mon médecin, parce que je fais régulièrement des prises de Ouais. sang, enfin régulièrement, tous les 4-5 ans. Mais voilà, il disait non, effectivement, tu es en dessous de la moyenne, mais ça ne veut pas dire que tu es en carence, parce que ta santé va très bien, donc ne change rien. C'est juste que t'en as moins que tout le monde, mais les gens, ils en ont trop. Donc ça va être pareil pour plein d'autres choses. Vraiment, moi je trouve qu'il y a une grosse désinformation où les gens vont dire t'es en carence, alors que non, t'as juste un taux plus bas, mais t'es pas en carence. Bah, c'est souvent l'argument, tu sais, que tu vois sur les réseaux sociaux, en mode oui, certes, c'est bien de protéger les animaux, mais finalement, c'est pas si bon pour ta santé, ce genre de truc. Alors que c'est vraiment faux. C'est-à-dire que ouais, si tu manges que des Oui. légumes, c'est sûr qu'à un moment, si tu te nourris que d'eau, ton corps il va lâcher. Mais si tu as un apport correct, effectivement, les légumineuses, hyper important. Tout ce qui va être fer, protéines. Les plus gros sportifs, souvent, sont véganes. Il y a eu une grosse étude là-dessus dans le football américain. Parmi les plus gros mastocs qu'on ait, ils sont véganes et ça ne les empêche pas. Un des hommes les plus forts du monde est vegan Mhm. aussi. Il y a beaucoup de végétariens dans le sport, des tennisman, des mecs de natation, etc. Donc c'est vraiment une alimentation où tu vas trouver tout ce qu'il te faut et tu n'as pas besoin forcément de compléments alimentaires. En 10 ans, j'en ai jamais pris. J'en prendrai jamais parce L'utilité. que j'en ai pas Mhm. l'utilité en fait, tout simplement. Donc je pense que le mieux c'est juste de faire un checking, un Un checking. check-up. Non, on prend pas l'avion, un check-up, excusez-moi, avec son médecin. Et de préférence, essayer d'avoir un bon médecin qui puisse Ouais. comprendre qu'il ne faut pas juste dire ah, t'es en dessous du chiffre, c'est pas bon. Admettons, moi j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai fait mes tests et j'avais mon taux d'iode qui était beaucoup trop haut. Et, euh, et donc, ça, c'est souvent un problème lié à la thyroïde. Du coup, elle a vérifié et en fait, j'ai aucun souci de thyroïde. Et c'est tout simplement parce que je mange plus d'algues qu'avant, Ok. parce que je me suis mis à la cuisine japonaise. Donc, mon taux, effectivement, est plus élevé que la majorité des Français qui ne cuisinent pas d'algues. Par contre, si tu prends mes, j'allais dire mes stats, mais je suis pas un personnage de MMORPG. Si tu prends mes chiffres et que tu les compares à un japonais, je suis sûr qu'on a le même taux d'iode, ou voire le mien est même en dessous. Du coup, là, je me rends compte d'un seul coup, par rapport à une autre population, bah, je suis plus en carence, ce qui est complètement con. Donc, c'est vraiment, faut regarder les conséquences, pas juste regarder les Hmm. chiffres, ils veulent rien dire. Quand on sera tous vegan, on pourra juste regarder les chiffres et dire ah oui, effectivement, je suis en dessous de ce qu'il faudrait. Mais là, la moyenne, ça dépend ce que tu manges, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà. Pour moi, je dis qu'il faut quand même surveiller, bien Mhm. évidemment. Je dis pas qu'il faut s'en foutre, mais voilà, juste ne flippez pas pour rien. Il faut faire un check-up et pas un check-in avec son médecin et vérifier que tout va bien. Et voilà. Ok. Parce que j'en connais plein qui prennent des compléments sans savoir pourquoi. Ouais, mais c'est assez intéressant d'avoir ton discours parce que bah, je voulais pas non plus axer cet épisode, tu vois, sur est-ce que être vegan c'est bien ou pas, mais c'est vrai que moi c'est un truc que j'avais apprécié chez toi aussi. Le fait que tu pas d'imposer ton Mm. point de vue aux autres, et c'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu commences à te renseigner sur ce genre de choses, et je pense que c'est un truc qui fait peur à pas mal de gens, c'est que la communauté vegan, elle a tendance à avoir cette image, encore une fois je parle en général, hein, je veux pas blesser ou offenser qui que ce soit, mais je parle en général sur les réseaux, etc., ou même dans IRL, tu vois, elle a cette image de très très entre grosses guillemets sectaire de si t'es pas vegan c'est pas bien, il faut que tu le deviennes, ce que tu fais c'est pas bien, en fait très culpabilisante, tu vois. Et toi t'as plus cette Mm. approche de tu veux informer les gens, t'as des infos pour, tu veux
c'est à eux de décider finalement ce qu'ils font, mais toi tu peux apporter ces informations-là. Et même quand on en parlait, nous en privé, je trouvais ça très très intéressant de ta part parce que tu vois, tu m'as ouvert les yeux sur plein de trucs. Dans ton discours, du coup, juste avant, tu parlais beaucoup de la convivialité avec les gens, etc. Est-ce que c'est un axe sur lequel tu veux développer ton projet? Bah, du coup, effectivement, quoi qu'il arrive, sauf quand on est tout seul, mais souvent quand on invite des potes ou quoi, il y a toujours un moment où on se fait une bouffe, quoi qu'il arrive, on a toujours tendance à se réunir autour de la cuisine, de la nourriture. Et effectivement, moi, c'est vraiment, avant d'être mon métier, c'est vraiment une passion de manger. C'est-à-dire qu'avant de vouloir cuisiner, il faut aimer manger. Ben, c'est con, mais c'est comme quand t'es musicien, t'aimes écouter de la musique avant de la faire. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, effectivement, moi, j'ai besoin. Je sais que quand je mange un truc qui est bon, tu sais, je suis content. Rien peut mal se passer une soirée où tu manges bien. Donc, je veux que ce soit pareil pour les autres. Et effectivement, c'est un métier où je propose quand même aux gens de me faire confiance. C'est-à-dire que ils savent pas qui je suis. J'ai pas de formation de musicien. Je suis resté dans mon truc. J'ai pas de formation de cuisinier, pardon. Et donc ils font quand même confiance à quelqu'un qui savent pas qui c'est. Et donc il y a tout intérêt que ce soit hyper bon. Et effectivement, comme tu le disais, je viens d'une famille très nombreuse, beaucoup trop nombreuse d'ailleurs. Mais quoi qu'il arrive, les repas c'est des moments de fête. C'est-à-dire que quand on se réunit avec la famille, on est 17 à table. Et donc du coup, moi j'ai toujours été baigné dans ce truc où bonne nourriture égale bonne ambiance, bon moment, on se réunit pour manger. Donc j'ai envie que les gens puissent retrouver ça avec mes recettes. Et, et voilà, tout simplement de se rendre compte que pareil, la cuisine végane, ça peut être convivial, ça peut être hyper riche, même dans la cuisine japonaise, tu vois, si tu arrives à faire découvrir, en plus, c'est con, mais t'invites des collègues pour leur faire un plat qu'ils connaissent pas. Ils vont forcément kiffer si en plus c'est bon. Donc les mecs, il va manger pour la première fois de sa vie des ramen et en plus ils sont véganes. Enfin, je trouve que c'est tout bénef pour tout le monde. Donc forcément, ils vont être. Moi, je sais que c'est un truc qu'on aime beaucoup avec ma mère, c'est faire des trompe-l'œil. On va s'amuser. Elle, un de ses plats favoris, c'est la brandade de morue sans morue. Donc qui est pour ceux qui connaissent pas, au cas où peut-être qu'il y en a qui connaissent pas la brandade de morue, c'est une espèce de. C'est un truc à tartiner qui est fait à base de chair de morue, le poisson. Mais c'est hyper bon, très salé. Et du coup, ma mère, en fait, via d'autres recettes, elle a pu trouver un moyen de le faire avec de la pomme de terre, je crois que c'est le cœur de palmier qui fait ça aussi, au niveau de la texture. Et elle arrive à faire une brandade de morue sans morue. Et les gens ne captent pas. Et je sais que au moment où tu leur dis, il n'y a pas de poisson dedans, et c'est les algues qui donnent le goût, le machin, ils sont tous étonnés en mode putain, alors ils en reprennent, ils goûtent. Et au final, tu te rends compte qu'ils ont aimé, qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils connaissaient pas, que ça a été un jeu presque. Moi, quand je fais des meringues sans œufs, je l'ai fait goûter à mon prof, on lui a pas dit que c'était des meringues sans œufs. Il mange sa meringue, il dit putain, elle est vachement bonne, elles sont même meilleures que les miennes et tout, je sais pas comment tu fais. Je lui dis, il n'y a pas d'œufs. Puis il m'a regardé un peu chelou, genre, ah putain, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler de ce truc. Et en plus, lui, ça fait longtemps qu'il est à la retraite, donc c'est le genre de cuisine qu'il n'a pas vu dans sa carrière. C'est vrai que la cuisine végane est arrivée assez tardivement, donc je trouve que c'est toujours un plaisir, en plus de passer un bon moment, de faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas et qui sont un peu fun et un peu folles. Ok. Donc, ok, est-ce que tu as eu des retours de gens justement qui sont pas forcément véganes? Alors tout à fait, j'ai mes colocs, il faut savoir que je vis en colocation avec 3 autres personnes, donc ils sont forcément mes testeurs les personnels. Goûteurs. Ouais, moi j'adore leur faire goûter, surtout quand c'est pas bon, je trouve ça beaucoup plus drôle. S'il s'attend à un truc super bon, toi tu lui fais goûter et il fait ah c'est pas bon. Ouais, je sais. Voilà, ils te disent pas c'est bon pour te faire plaisir, ils sont cash. Non, je leur ai dit il faut me dire ce qui va pas, quand ça va pas il faut le dire. Et donc ça c'est important parce que on en parlait tout à l'heure, quand tu vois le nombre de recettes qui sortent tout le temps, que certaines personnes peuvent faire, moi je sais que c'est pas tout le temps bon ce que je fais, c'est-à-dire que pour arriver à une bonne recette, et je vais passer 2 semaines à manger des trucs pas bons. Enfin pas bon, en tout cas c'est pas ouf quoi, tu vois. Donc effectivement j'ai eu des retours notamment de eux il y a pas longtemps. J'ai Sarah Lacoste, pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est une fille qui fait des ateliers de cuisine japonaise sur Paris, pas vegan. Mais du coup, on parle beaucoup cuisine, et c'est vrai qu'on a fait un live ensemble où elle testait, je l'avais dit tout à l'heure, mon onigiri au tofu brouillé. Et donc elle avait un gros a priori sur le tofu, comme beaucoup de non-véganes. Et donc on a cuisiné ce plat tous les deux, chacun chez soi en visio, enfin en live Instagram. Et vraiment, elle a adoré cette recette. Et on avait un autre Instagrammeur qui, chez lui, faisait en même temps, suivi le live et testait la recette. Et pareil, il a vraiment été bluffé par cette farce au tofu.
Donc j'ai des bons retours de non-vegan ou des gens des fois qui me disent voilà, qui sont là parce qu'ils ont un ami vegan et qu'ils aimeraient bien de temps en temps préparer des trucs. Donc tu le disais tout à l'heure, je trouve ça hyper gratifiant de se dire que... Enfin, je trouve ça cool que des non-véganes décident quand même de faire l'effort de faire du vegan pour faire plaisir aux autres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer aux gens. Donc voilà, donc j'ai eu des retours effectivement qui pour l'instant sont assez positifs. Mais c'est plutôt cool, tu disais du coup que tu n'avais pas de formation de cuisine. C'est cool que des professionnels même te font des retours comme ça pour te dire que tes recettes sont sympas, tu vois, parce que... on en parlait au tout début de ton projet, tu vois, mais c'est vrai que t'avais un petit a priori sur le... Enfin, t'étais un peu anxieux par rapport au fait que t'aies pas de formation, entre grosses guillemets, et par contre, tu as suivi des cours avec un professionnel juste avant de lancer ton projet, mais c'est vrai que t'as pas de CAP cuisine, par exemple, et tu parlais du fait que c'était un peu angoissant par rapport au retour des gens, mais finalement, c'est cool que les gens s'arrêtent pas à ça et comprennent que la cuisine, c'est plus une histoire d'expérience et de passion avant tout, comme le japonais. Oui. Et au contraire, est-ce que t'as eu des commentaires méchants tout le temps, mais alors genre, ça à ce point-là, genre est-ce que t'as eu des gens est-ce que t'as eu des lobbyistes carnistes en mode ça il y en a toujours. Ouais. Ah oui, ouais. Alors après, en fait, ça dépend de la plateforme. J'ai vraiment trouvé ça qui est assez remarquable. Sur Instagram, j'ai beaucoup moins de monde qui me suit, 10 fois moins que sur TikTok. Mais sur Instagram, les gens ils sont bienveillants. C'est que de l'amour. C'est vraiment des gens qui sont vraiment là pour. Parce qu'en fait, sur Instagram, tu partages ta vie de tous les jours. Donc c'est vrai, comme tu le disais, je partage toutes mes erreurs. Si j'oublie de fermer ma voiture et qu'il pleut et qu'il y a 1 mètre d'eau dans ma voiture, je le mets sur Instagram parce que ça me fait rire. Ouais. Et du coup, les gens te suivent pour ta personne et donc ils sont beaucoup plus bienveillant que sur TikTok. Sur TikTok, c'est hyper vénère. Je pense que les gens sont là pour du sang. Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai beaucoup de gens. Alors, j'ai effectivement des personnes non véganes qui vont juste dire que ouais, ils ont fait la recette, mais ils ont rajouté du poulet, de ci, de ça, et du coup, c'était vachement bon. Et moi, ça me gêne pas dans le sens où, comme je le dis, que tu sois vegan ou pas vegan, j'en ai rien à cirer. Fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais en plus, je sais que le mec n'avait pas testé du tout ma recette. Et donc, je lui ai dit, pas de souci. Mais est-ce que tu as pensé à utiliser tel morceau de viande? Parce que c'est vrai que pour les ramen, il faut plus de l'épaule de porc. Même si je suis vegan, j'ai quand même des connaissances de cuisine omni. Et du coup, pareil, au niveau de la chapelure pour ton truc pané, qu'est-ce que tu as pris, machin? Le mec n'a jamais répondu parce que forcément, il n'a jamais fait cette recette. Donc, en soi, voilà, moi, quand j'ai des mecs qui m'envoient ça, j'essaie de répondre gentiment en disant que c'est pas un souci que tu mettes un morceau de viande dans ma recette qui est pas prévue parce que tu fais ce que tu veux, c'est chez toi. Mais ouais, tu sens qu'à la base ils aimeraient que tu t'engueules avec eux, mais ouais, c'est du troll quoi. Mais toi, t'es moi j'envoie des cœurs. Toi, t'es un mec chill et fou l'amour. Ah ouais, mon dernier commentaire que j'ai reçu, c'est un mec qui me dit on s'en bat les couilles. Bah merci, c'est juste ça, genre m'en bat les couilles. Ok, merci de passer sur ma. Ah mais c'est. Ouais, c'est un peu compliqué et du coup ça n'a rien à voir avec la cuisine et moi c'est un truc qui m'intéresse et je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. C'est du coup t'as lancé ton projet comme ça, comment t'as fait pour avoir un peu confiance en toi, tu vois, parce qu'il y a des gens qui supporteraient pas ce genre de commentaires. Je veux dire, toi t'es quelqu'un de passionné, tu savais déjà d'avance que vu le thème de ton projet, t'aurais des gens qui t'auraient fait chier, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus sensibles, tu vois. Comment t'as fait toi pour un peu créer un petit mur comme ça et essayer de départager les commentaires un peu trolls des gens vraiment sincères? Déjà j'ai 15 ans de musicien dans les pattes. Alors en termes de se faire insulter par tout le monde, c'est tout le temps. Dans la musique, c'est pareil. Ce que tu fais, c'est de la merde. Le batteur, il est trop nul. Donc, quoi qu'il arrive, j'étais déjà vacciné contre ces mauvais commentaires par la musique. Donc, par chance, pour moi, j'avais déjà une carapace qui était forgée, mais de par mes expériences. Après, aussi, ce qui fait que j'ai pu prendre confiance en moi par rapport au fait que j'ai pas de diplôme, etc., c'est tout simplement mes premières recettes. Quand j'ai commencé à les faire, au début, c'était un peu galère. J'avoue que je savais pas trop où aller, comment, les premiers c'était pas ouf, mais quand j'ai commencé à faire 1 ou 2 recettes qui ont plu, les faire goûter, que les gens me disent putain mais c'est super bon, alors je me dis mais attends c'est la deuxième recette que je fais, non c'est pas bien, c'est sûr que si je compare mes anciennes recettes à celles de maintenant, il y a un écart qui est monstrueux, et du coup déjà que de se dire que ok, même si j'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit, il y a des gens qui réellement apprécient ma cuisine, donc c'est qu'elle vaut quelque chose, et en plus de ça, comme je disais, je me fais chier vraiment pour que ce soit bon, donc
tout simplement, j'ai pris confiance en travaillant, en me disant, Ouais. j'ai testé des recettes de d'autres personnes et j'ai mangé dans des restos, des machins. Je suis désolé, mais il y a plein de restos japonais où je mange. Ma cuisine est 20 fois mieux, alors que je la propose pas à des clients réellement comme eux ils font. Donc, Mm. je me dis, en vrai, il faut juste prendre conscience de ce que toi tu fais, du travail que tu apportes. Et, de pas trop se comparer aux autres aussi. Ça, c'est souvent une C'est grosse dur, erreur. On hein? a tendance à. Ouais, parce que moi j'ai eu mon coup de blues à cause du nombre de recettes que je sors. Quand je vois des gens qui sortent deux trois recettes par semaine, et moi j'en sors une par semaine, voire toutes les deux trois semaines, on n'est quand même pas sur le même ratio. Donc forcément, mes pages grossissent moins vite, Mm. mais en même temps, quand je teste certaines recettes de gens qui en sortent tous les jours, je comprends pourquoi moi je mets 3 semaines et c'est mieux. Je me dis, je préfère donner de la qualité tranquillement. Donc après, ouais, pour prendre le recul, en vrai, il y a aussi, comme je te disais, l'histoire des plateformes. Instagram, je sais que c'est plus réel. Quand j'ai des gens qui me donnent un commentaire un peu pas méchant, mais un peu critique, Mhm. je sais que c'est réellement quelque chose de critique. Quand sur TikTok, j'ai vraiment 50% de mes commentaires, c'est des trucs juste méchants. Donc tu sais qu'ils sont juste là pour être méchants. Donc bah, tu lui dis, je suis désolé que ça te plaise pas, et puis c'est tout. Donc en vrai, ouais, faut que ça coule. En fait, il faut que tu arrives à comprendre que c'est pas parce que quelqu'un pardon dit quelque chose sur toi que c'est vrai. C'est à toi d'essayer de comprendre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. De se rendre compte qu'effectivement, des fois, j'ai eu des messages me disant, ah bah ça, faut pas faire ça, c'est pas bien. Alors j'en ai eu plein, c'était pas très bien dit, mais ils avaient raison. Ah bah écoute, j'ai supprimé la vidéo, j'ai refait, mais après, quand t'es le mec qui te dit Ouais, que c'est de après, la si merde, que t'es tu. jamais Enfin, ouais, le problème de ce genre de truc aussi, c'est que. Enfin, il faut faire la part des choses entre les mecs qui te font un commentaire pour que tu améliores ton truc et ceux qui veulent juste que tu fasses de leur manière, tu vois. Et il Ouais, y a quand même un équilibre à trouver entre refaire la vidéo, tu vois, parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas, et le refaire à chaque fois qu'ils te disent quelque chose, parce qu'il y a des gens qui seront jamais contents dans tous les cas, tu oui, vois. Mais du coup, t'as réussi à oui, trouver en plus, l'équilibre entre les deux, toi. bien sûr, et puis quoi qu'il arrive, ce que vous proposez, c'est un peu comme un morceau de musique. Mm. C'est-à-dire que vraiment, la cuisine, c'est de l'art où quoi qu'il arrive, quand tu proposes quelque chose en tant qu'artisan, euh, c'est toi qui le crée. Donc si quelqu'un il aime pas, il y a soit essayer de se dire est-ce que ce que j'ai fait c'est de la merde ou est-ce que c'est juste lui qui aime pas ça. Parce que s'il aime juste pas ça, bah tant pis, il ira prendre autre Mm. chose. Et c'est un peu pareil quand t'es musicien. Euh, des gens peuvent te dire qu'il y a des trucs qui vont pas trop sur tes morceaux, mais ils te disent ouais, moi j'aime pas la basse, je préférais que tu mettes un synthé. Moi je m'en fous que t'aimes pas la basse, que tu préfères un synthé. C'est mon morceau, je fais ce que je veux avec, tu vois. Faut juste que déjà que ça te Ouais. plaise et que tu te fous pas la gueule des gens, que tu fasses un truc qui soit correct. Et donc après, voilà, je trouve que c'est assez facile de zapper ces genres de commentaires parce que au final, tu finis par en rire. Les premières fois, c'est un peu dur. Ouais, quand tu J'avoue donnes que tout et que t'as des. voilà, et quand on te chie dans la gueule, t'es là genre. Parce qu'en plus, ma première vidéo, j'avais eu pas mal de positifs. Elle a pas fait beaucoup de vues, mais enfin, si, d'ailleurs, elle a fait pas mal de vues pour une vidéo qui venait tout juste de Mhm. commencer, parce que c'était ma première sur TikTok. Et les gens reprenaient juste le fait que ma musique était trop forte. Bah, c'est pas grave, genre, c'est normal. Effectivement, j'ai mis la musique trop forte. Donc, la vidéo d'après, j'ai mis moins fort. Mais alors, par contre, j'ai eu des commentaires sur la vidéo d'après, mais catastrophiques. Et là, comme c'est ta deuxième, et que d'un seul coup, tu passes de 4 5 commentaires gentils à 60 dégueulasses, tu fais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et, et petit à petit, bah pareil, il y a des trucs, j'ai vu que les gens, ils se moquaient beaucoup de moi par rapport à ma prononciation, parce que j'ai pas une très bonne prononciation de Mhm. japonais. Bah, j'ai une prononciation de français, hein, comme quand tu fais de l'anglais, c'est pareil. Donc, je me suis dit, maintenant, je vais essayer de faire attention. Donc, en même temps, comme tu disais, il faut prendre la part des choses entre qu'est-ce qui est important dans un commentaire négatif. Des fois, il y a des trucs qui peuvent être importants. Genre, effectivement, bah, je prononçais mal. Alors, je vais faire un effort pour les puristes, essayer de bien prononcer. Ce qui m'a valu d'ailleurs des bons commentaires quand je prononce quelque chose bien, qu'ils ont l'habitude de mal l'entendre. Et pas, putain, tu l'as bien prononcé, ils sont tout contents. Donc, en plus, au final, tu vois, tu fais, ah, c'est bien, c'est un peu de positif. Ouais. Mais voilà, trois quarts des commentaires, tant pis, quand ils sont négatifs, sans construction, tu les laisses passer, quoi. C'est Internet, les gens, ils adorent faire ça. Les gens, ce qui leur intéresse, c'est pas que tu fasses de la cuisine, c'est ta personnalité, c'est qui tu es. Et sur les réseaux, aujourd'hui, c'est ça. On ne vend pas euh, une page, on vend Mhm. une personne. Et c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mon truc, c'est que j'aime bien faire le con. Et du coup, j'ai plus de gens qui rigolent, Mec, quoi. qui me disent c'est bon ce que tu fais. Ouais, mais j'ai plus de commentaires gentils, de t'es Ouais. rigolo, que tu fais bien à manger. Bon, c'est dommage parce que mon but, quand même, à la base, je suis pas comique, je fais de la cuisine, mais c'est pas grave. C'est mon personnage et les gens, ils sont là pour ma Mhm. personnalité. C'est fou que ton expérience en tant que musicien t'aide à ce point-là pour ton expérience de cuisine. En fait, enfin, quand t'as fait beaucoup de parallèles là durant cette petite
compétiteur et genre j'y aurais jamais pensé, tu vois. Tu as une vision du monde de l'influence qui est assez intéressante et c'est rigolo parce que, bon, on en a déjà parlé, mais il y a plein de trucs que t'as que moi j'ai pas, tu vois, genre ce principe de s'en foutre un peu du regard des autres ou même, tu sais, de comprendre que les gens ils te suivent pour la personnalité. Moi ça me dérange parce que perso, moi ça m'embête de pas créer un contenu en fait qui soit vraiment original en fait. C'est pour ça que je mets autant de temps à sortir des trucs, c'est que je me dis bah s'il y a 4, 5, même 10, 20 personnes qui l'ont déjà fait, franchement ça sert strictement à rien. Et je sais que vous êtes tous à me dire mais Angélique on t'aime parce que t'es toi, mais c'est dur, moi en tout cas dans ma vision des choses de me dire ça, donc c'est assez rigolo que t'aies cette vision là parce qu'on n'a pas du tout la même et j'ai pas mal de choses encore une fois à apprendre de toi Alex, comme quoi hein. Il y a une dernière question peut-être parce qu'on va bientôt clôturer, ça fait 1h15 qu'on fait ce petit podcast, on a appris pas mal de choses. La question que j'aimerais te poser à la fin c'est est-ce que t'as du coup des projets futurs, comment tu vois l'avenir de Umami and Vegan, c'est quoi les projets que tu veux développer, les ambitions, les rêves que tu as avec ce projet? Alors, du coup, je vais pouvoir, dans ce podcast, dire quelques trucs que j'ai pas encore dit sur mes réseaux. Donc, il va y avoir des excuses que tu te demandes. Effectivement, j'ai plusieurs projets qui sont en cours pour Umami and Vegan. Déjà, j'ai des projets de featuring parce que c'est un truc, j'aime beaucoup bosser avec d'autres personnes. Et j'ai prévu, je suis en train de faire plusieurs recettes avec d'autres personnes. Donc, j'ai des recettes, ce qu'on appelle à 4 mains. Et donc, j'ai quelques recettes qui vont arriver comme ça en featuring avec d'autres créateurs recettes ou même cuisiniers. Et surtout, le plus gros projet, c'est que je viens de monter ma micro-entreprise. Pour donner donner des ateliers de cuisine vegan japonaise de groupe dans des restaurants. Donc le but ce serait de pouvoir avec 6 personnes de rentrer dans une cuisine et de pouvoir tous ensemble cuisiner un repas japonais et le manger ensemble. Donc ça c'est le projet que je suis en train de monter. Je suis grave fière de toi. Je suis là en mode oh là là. Trop bien. Et donc ça voilà, c'est le projet un peu compliqué, ce qui me prend du temps parce que que ce soit pour il y a plein de trucs moi j'aime pas la paperasse, il y a l'administratif, il y a l'organisation, il faut que tu organises les partenariats avec les restaurants, il y a plein de trucs derrière les assurances, les machins, des trucs que j'ai pas l'habitude, ça coûte du fric aussi. Donc voilà, donc ça c'est un des gros projets. Tout simplement, ce projet à la base, c'est parce que, on va pas se le cacher, financièrement, faire des recettes que tu proposes gratuitement sur ton blog, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Ouais. Surtout donc, que tu mets pas de pub. Non, donc en fait, en 1 an de travail, j'ai touché 0, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc heureusement, c'est l'argent que moi j'avais mis de côté pour mon voyage au Japon. Donc t'as pas eu de partenariat avec des entreprises d'ingrédients japonais, des boutiques, ce genre de trucs? Mais la première fois que j'en ai eu, j'avais 400 abonnés Instagram. Autant dire que le partenariat, c'est on vous offre un truc gratuitement. En même temps, ils te l'offrent, heureusement que c'est gratuitement. Vous pouvez en parler, d'accord, voilà. Oui, donc tu reçois rien, quand tu veux en vivre, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est compliqué. Donc, du coup, effectivement, j'avais ce truc où, en même temps, on reste quand même j'aime bien le contact des gens. Et là, je me dis, faire des ateliers, ça peut être le moment de. Et puis j'aime bien aussi, je me suis rendu compte que j'aime bien apprendre aux gens. Donc là, je vais leur apprendre, mais sur place. Vraiment, les petits tips en plus sur mes plats. Quand j'ai une de mes colocs qui s'amuse à refaire certaines de mes recettes. Je peux pas m'empêcher d'être derrière elle et de dire tu devrais pas faire ça. Oh le casse-couille. Casse-toi. Je suis en train de faire ta recette. Mais ouais, parce que des fois je vois des trucs, je dis mais c'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi il fait ça? Je l'ai mal écrit sur mon truc. Chien, on dirait une mamie qui veut pas te laisser faire la cuisine chez elle. Ah mais complètement. Ça je l'avoue. Du coup, ce côté atelier, ça me permettrait de vraiment faire ça, de dire ok on va couper de telle façon, de machin. Donc voilà, donc ça c'est un des gros projets. Et ensuite, pour l'avenir d'Umami and Vegan, en fait, il est un peu incertain, dans le sens où je marche un peu comme ça, je pense que tu as pu le voir depuis le début où on s'est rencontrés, c'est que j'ai une idée, je la fais, et quand j'en ai une autre, je fais l'autre. C'est-à-dire que il faut que je réalise mes idées. Et donc, j'ai une idée en tête, c'était celle qui était déjà prévue de base, c'est de partir au Japon. Donc, dès que les frontières réouvrent, je souhaiterais pouvoir y partir. Donc je suis en train de chercher différents visas pour pouvoir rester sur place quelques temps. Et forcément que le projet va évoluer en fonction de l'endroit où je serai, parce que dans mon projet Umami and Vegan, ce que je propose, c'est de la cuisine vegan japonaise adaptée au terroir français. Donc de proposer avec des produits que tu peux trouver en grande surface le plus possible. Sauf que quand je serai au Japon, ça va être compliqué pour moi de trouver ces fameux produits français, parce que je serai au Japon. Donc je vais me retrouver où je peux pas réaliser mon truc de base.
Mais du coup, c'est vrai que je regarde beaucoup, par exemple, sur mon site, à chaque fois que je vais proposer une recette qui a des produits particuliers, je vais marquer où est-ce que tu peux trouver chaque produit. Est-ce que c'est en grande Ouais. surface, en magasin bio, etc. Donc tout ça, j'aurais plus Mm. accès. Je pourrais plus adapter aussi bien. Donc en fait, est-ce que ça veut dire que je dois bosser avec une autre personne? Parce que j'avais plus ou moins réfléchi déjà à intégrer une deuxième personne au Umami and Vegan, un qui soit en France, un au Japon. Comme ça, je trouve des idées, je teste des trucs, je l'envoie, il me dit si ça marche pas, etc. Est-ce que du coup le projet, est-ce que je fais aussi le même pour les Japonais? Est-ce que je fais de la cuisine vegan japonaise pour les Japonais, donc tout traduit en japonais avec les produits de chez eux? Ou est-ce que je leur propose plutôt de la cuisine française vegan, comme moi je Mhm. fais? Je sais pas trop. T'as Du plein coup, d'idées, c'est quoi. vrai que voilà, et donc ça va dépendre vraiment de. J'évite de me fixer sur un truc Mhm. hyper figé. Genre là, par exemple, mes ateliers, quand je serai au Japon, je pourrais pas les faire. Parce que je parle pas assez bien japonais pour faire un atelier en japonais. Alors, est-ce qu'il faut que je trouve un traducteur à côté ou plus tard, je sais pas. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc je me dis, tant pis, là je pars dans un truc. Et dans un an, on verra si on. Alors, ça va pas disparaître, ne vous inquiétez pas, ceux qui me suivent, ils se disent, mais attends, ça sert à rien, ça fait 1 heure que je l'écoute et il va disparaître dans Le 2 mois. mec, il Non, nous je vend serai du toujours rêve et là. après il se barre, quoi. Ouais, grave, Putain. et après il se barre. Non, non, le Umami Vegan sera toujours ici, mais sera juste légèrement différent. Donc il faut juste que je trouve comment Mhm. l'adapter en fonction de ma vie future. Et du coup, voilà plus ou moins pour les projets. Euh, et bien évidemment, le grand projet, ce serait de sortir un livre de Putain, cuisine. j'allais te le dire, t'as Ça. jamais pensé à sortir un bouquin? Surtout que, Alors j'y ai pensé, mais surtout que ouais, les éditeurs ils sont très friands de ce genre de truc, ou même en auto-édition, tu vois. Après, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, ça serait grave cool. bah, j'ai déjà trouvé un éditeur qui est Oh hyper chaud. là là! Euh, et mais ce sera pas tout de suite parce que malheureusement il me faut plus de Oui, et recettes. puis il faut que tu Et les développes aussi, parce qu'il y en a peut-être certaines que tu auras envie de ouais, refaire, ce genre de truc, mais, c'est mais ça. c'est cool en vrai. Non, non, c'est cool. C'est bien, donc t'as quand même pas mal d'idées, mais tu te fixes pas sur une chose. Tu es Alex, quoi. Tu te laisses porter un petit peu Ouais. par l'avancée du truc, quoi. Ouais, faut pas se fermer aux opportunités. C'est vrai. Quand t'as un truc trop précis, du coup, il y a des. Moi, ça me propose quelque chose qui diffère un peu, mais qui, oh, ok, vas-y, on essaye, on verra. Je pars sur un autre truc. Voilà, je trouve que c'est la meilleure façon d'avancer, quoi. C'est d'être ouvert à tout. C'est cool. Bon, et ben, je pense que on a fini pour cet épisode. 1h30, c'est pas mal. Bon, il y aura pas mal de trucs à couper. On a malheureusement eu des soucis techniques, mais je trouve que c'est cool. On a abordé pas mal de choses. On peut te suivre où, Alex, du coup? Pas dans la rue, parce que ça fait hyper peur. S'il vous plaît, évitez ça. Donc, vous pouvez me suivre sur mon blog déjà Umami, donc UMAMI, et donc pas OU, hein, faites pas l'erreur, Umami and Vegan, donc tout attaché.fr, donc ça c'est mon site internet, et ensuite tout simplement sur Instagram et TikTok avec toujours Umami and Vegan. Mhm. Vous me trouverez normalement assez Je facilement. vous Un mettrai petit logo blanc. les liens en note de blog, en note de podcast, donc vous pourrez aller voir sur Oui. toutes vos applications les liens qui dirigent Et vers bientôt YouTube Alex. aussi, bien évidemment. Ah, ça y est, Ah, j'ai prévu d'envahir YouTube aussi. À un ça y moment est, donné. une vidéo par jour. D'abord, je m'occupe. Non, parce que pareil, c'est un peu compliqué ça aussi. D'abord, je m'occupe de mes ateliers. Et une fois Ouais. que mes ateliers seraient un peu moins sous l'eau, je m'occuperai de YouTube, c'est prévu. Ben, merci beaucoup Alex d'être venu aujourd'hui, ça m'a fait grave plaisir de te revoir et de parler de l'avancée de ton projet. Encore une fois, moi je l'ai suivi aux prémices juste avant que tu te lances, donc je dis je suis grave fière de toi, de voir Merci à toi l'avancée, pour etc. l'invitation. de ce genre de choses. Et je voulais un petit peu qu'on discute de tout ça parce que c'est un sujet grave intéressant. Donc tu étais mon premier invité, peut-être que j'ai bafouillé des fois, mais j'espère que ça a plu aux gens. Et c'était vraiment cool, merci d'avoir autant partagé avec nous. Et je te souhaite vraiment plein de succès avec ce beau projet. Merci de l'invitation, merci à tout le monde. Et puis, désolé d'avoir trop parlé. Mais non. N'hésitez pas à suivre le podcast du coup sur vos applications préférées et à le noter. À bientôt pour un nouveau podcast Tokimeki et passez une bonne journée. Bye.